Bonjour Alain, comment allez-vous? Bonjour Brigitte, très bien, merci, ça va. Alors aujourd'hui, visite guidée de Nant avec Alain. Alors Alain, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité à Nant? C'est un joli village, mais vous connaissez tout. Oui, tout. Bon, je connais pas mal de choses, effectivement. Là, nous sommes sur la place du Clos et je vais vous présenter déjà derrière moi ce bâtiment du XVIIIe siècle qui abrite aujourd'hui la mairie. Et à côté, un bâtiment du XIVe qu'on appelle la halle, et de style Cossenard. Alors, c'est une halle, on va commencer par la halle, qui est construite au XIVe et qui est en tuf. Sa particularité, c'est le toit en lauzes. Elle est inscrite au monument historique, donc pas question de changer la couverture. Elle est en lauzes, c'est un peu le fleuron de notre place, de notre village. Et puis à côté, ce bâtiment de 1760, construit par Hérole des Angles, est là, et a été acheté par la mairie, c'était en 1912. Et la mairie a installé, la communauté a installé la mairie. Alors aujourd'hui, il y a la poste. L'office de tourisme intercommunal, je précise bien. Et là, nous sommes donc sur la place avec un bassin. Derrière nous, il y a une belle boule. Tout le monde me demande, c'est quoi cette boule? Et je réponds que c'est depuis 1990, cette boule représente la Terre. Elle est en bronze, parce que l'âge de bronze est important dans la civilisation. Et puis on le verra peut-être là. Il y a 3 masques. Un en relief qui regarde l'activité humaine, donc la mairie. Et puis les 2 autres sont en négatif, face à face, pour inciter le visiteur à mettre son visage et à regarder arriver l'eau, source de vie. Alain, vous avez même Louis XVI ici? Oui, on a une statue du roi Louis XVI. C'est une statue qui a été sculptée en 1811 par un royaliste nantais. Et cette statue, elle a subi 3 fois, elle a été décapitée. La dernière fois, elle a été décapitée en 1989. C'était le bicentenaire de la Révolution. Maintenant, nous allons aller voir l'église Saint-Jacques, qui est au fond là-bas. Là, on y va. Ouais, alors là, vous voyez, Brigitte, nous sommes devant une vieille église, ancienne église de Saint-Jacques. Cette église de Saint-Jacques, construite au fin XIVe siècle. Et elle est là, c'était l'église de la paroisse de Nantes. Parce qu'à Nantes, il y a aussi une autre église, l'église de Saint-Pierre, mais qui était l'église pour les moines, l'église abbatiale. Alors cette église a été vendue en 1810 à un aubergiste qui est en face là d'ailleurs. Et cette église a été transformée en hangar agricole, coupée en 2 par un plancher, un escalier comme on peut voir, et puis à l'intérieur, eh bien, c'est un garage de voitures. C'est dommage, mais l'extérieur est très beau. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est dommage. Ce sont des jardins entourés de murs qui ont été cultivés depuis très longtemps, depuis les moines, etc. Et même aujourd'hui encore. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a de moins en moins de jardiniers. Enfin, tout de même. Et alors, pourquoi il y a le jardin ici? Eh bien, parce que toute l'eau que nous voyons, c'est l'eau qui vient de la source du Durzon. La source du Durzon, c'est 7 km d'ici. Et 1 kilomètre là, en amont, eh bien, il y a une séparation. On prend l'eau de la rivière et les moines, à cette période-là, 10, 11, 12e siècle, ont construit ces canaux pour irriguer. Et puis elle est devenue aussi l'eau domestique, hein, c'était pour les animaux, pour l'homme, etc. Et puis aujourd'hui, cette eau de la source du Durzon est devenue eau potable. C'est cette source de là où il y a de puissantes pompes qui renvoient l'eau sur le Larzac, et tout le Larzac a l'eau au robinet grâce à la source du Durzon. Brigitte, en face, regardez là-haut, c'est le roc nantais. Le roc nantais nous domine depuis des millions d'années à 800 mètres d'altitude. Et nous, ici, nous sommes à 500 mètres. Il y a 300 mètres de dénivelé et c'est une belle randonnée. Enfin, moi, j'y vais plus. Derrière nous, c'est le presbytère, c'est là où habite monsieur le curé. Voilà.
ce presbytère depuis 1835. Et c'est là où il y avait cette famille de royalistes qui, en 1811, a fait sculpter la statue du roi Louis XVI. Aujourd'hui, monsieur le curé n'est plus là, enfin, en maison de retraite. C'est un porche qui a été construit à partir de 1140-1150. Et la particularité, c'est qu'on voit apparaître les croisées d'ogives. Il y a 3 travées, la plus large correspond à la nef, et les deux côtés correspondent au bas-côté de l'église. Ici, c'était pour accueillir toute la population, pouvait venir s'y abriter, parce que c'était un porche ouvert. Et là, par contre, toujours fermé, parce qu'à l'intérieur, c'était l'église des moines, l'abbatiale. Rentrons dans l'église Saint-Pierre, cette église qui a été commencée par le chevet de 1070 à 1090, donc c'est la fin du XIe siècle. La nef, elle, c'est début XIIe siècle. La particularité ici, nous avons 5 types de voûtes de l'art roman. Je les cite, la voûte en cul de four, on a une coupole sur trompe, les voûtes en berceau. Au-dessus de la tribune haute, il y a une coupole sur pendentif. Et puis nous avons vu les croisées d'ogives. Il y a 120 colonnes, 120 chapiteaux. Nous sommes donc devant le chevet qui comprend l'abside, face à nous, et de chaque côté les absidioles. Absidiole nord, absidiole sud. Et là, on a 3 vitraux. Ce sont des vitraux qui ont été posés en 1986 et dessinés par Jean Hugo, qui est l'arrière-petit-fils de Victor Hugo. C'est des œuvres d'art, quoi. Oui, voilà. Alors, ces cartons ont été offerts à la paroisse, qui a donné ces cartons à Maître Verrier à Avignon, réalisé le travail, et en 1982, ils ont été présentés à la population. Seulement, entre-temps, l'architecte des bâtiments de France a dit non, ces vitraux ne correspondent pas à l'édifice roman, ne les posez pas. Et ils n'ont pas été posés. Et Léopoldine Hugo, en 1986, demande à monsieur le curé de se marier ici, à condition que l'on pose les 3 vitraux de son père. Et ils ont été posés sans l'accord des bâtiments de France, en 1986. Voilà. Ben, tant pis pour eux, parce que c'est beau. Nous voilà donc sur le cloître. Ce cloître construit au XIIe siècle, accolé donc à l'église qui est orientée est-ouest, était entouré de bâtiments. Ces bâtiments ont disparu pendant les guerres de religion. Alors il nous reste juste les fondations, comme on peut voir. Voilà, le cloître. Le chevet, oui, c'est un chevet original. Souvent, c'est semi-circulaire. Ça fait penser, par exemple, à Saint-Guilhem-le-Désert. Tandis qu'ici, non, ce sont des pans coupés, comme on peut voir, avec beaucoup de sculptures. Des bandeaux inférieurs, des bandeaux supérieurs, beaucoup d'arcatures, tout en haut, et recouvert de lauzes. C'est la couverture d'ici, la lauze calcaire. Ce chevet entre 1070 et 1090. Encore une fois, nous sortons donc d'une petite ruelle qu'on appelle la rue des Pénitents. Et on débouche sur une chapelle, la chapelle de Pénitents Blancs de Nantes. Chapelle qui a été construite en 1684, sur 2 vieilles maisons, comme on voit, et c'était pour des pénitents blancs de Nantes. La confrérie de pénitents s'est arrêtée après la guerre 14-18. Mais le dernier pénitent était le propriétaire légataire de la chapelle. Et avant de mourir en 1950, cette chapelle, il l'a donnée au diocèse de Rodez, plutôt que la donner à la commune. Alors la commune l'a loue au diocèse de Rodez, tout simplement. On est devant la chapelette. Bon, on l'appelle comme ça. C'est une chapelle qui a été construite en 1660.
à la mémoire des catholiques qui ont été tués par les protestants ici même, sur ce terrain, et jetés dans la Dourbie. Alors on oublie ça, et elle a été restaurée en 1722, comme c'est écrit sur le pignon, 1722, et elle est dédiée à Marie. C'est une chapelle mariale. Là, je me rappelle, le gamin, il y avait toujours un plat à quête. Et des gens venaient se recueillir et jeter un sou. Et nous, avec un bâton, on essayait de récupérer le sou. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. On est au-dessus de la rivière la Dourbie. Et en face de nous, il y a le pont de la Prade. Ce pont de la Prade, 14e siècle, bon, en cours de rénovation aujourd'hui, il faut restaurer les parapets. Et alors donc, cette rivière prend sa source au Mont Aigoual. Parcourt 70 km pour aller se jeter à Millau, dans le Tarn. Juste à côté de la source de la Dourbie, il y a la source de l'Hérault. Et l'Hérault, lui, il a choisi la simplicité. Il descend de l'autre côté sur le versant méditerranéen. Ici, nous sommes sur une terrasse de tuf et il y a bien 20 mètres de dénivelé. Voilà. Et en face, ce qu'on appelle la Prade. Pour ça, le nom du pont, le pont de la Prade, les prés, comme on peut le voir. Beaucoup de pierres et comme on dit, de murs pour retenir la terre autrefois parce qu'il y avait de la vigne. Mais seulement la vigne, aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il faut la piocher à la main. Et on avait ici beaucoup d'eau, vous l'avez constaté avec les canaux des Vernèdes, et les agriculteurs 19e jusqu'à peu près milieu du 20e eh bien, faisaient pousser beaucoup d'herbes. Et cette herbe, ce foin, ce fourrage était descendu avec les chevaux ou des bœufs dans le Midi pour nourrir les troupeaux, pour nourrir les chevaux qui travaillaient les vignes dans le Midi. Et en conséquence, ils remontaient du vin. Voilà. Comme ça, c'est pour ça qu'ils ont abandonné, depuis 1880, le phylloxéra, ils ont abandonné de cultiver ces vignes. Eh bien, merci Alain de cette magnifique visite. Votre village est très très beau et il mérite vraiment qu'on vienne y faire un tour. Ben, merci, le plaisir est pour moi. J'aime bien présenter mon village parce que je suis natif de ce village-là. Et moi, je vous amène tout de suite à la chapelle des Pénitents. Je vous l'avais promis, nous voici maintenant à la chapelle des Pénitents où je vais rencontrer Alain Fournier qui va nous parler des moulins. Des moulins, oui. Alors, la collection de moulins qui se trouve ici, c'est la même personne qui les a réalisés. Il y a 22 maquettes, elles sont toutes fonctionnelles et il a voulu représenter tous les systèmes dont il a eu connaissance dans le monde. Et donc, tout fonctionne, si vous voulez. Et donc, cette personne est de Nantes? Non, elle est de l'Odève. Elle est exposée chaque année à l'Odève, mais quand il a voulu les donner à la commune de l'Odève, la commune les a refusés. Et nous, on les a eus ici parce qu'en 1996, il y a le moulin de Saint-Martin, c'était la menuiserie à brûler. Et en 2012, ils ont mis en vente la ruine et avec l'association, on a créé la SAS Saint-Martin qui a racheté le moulin. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a dit, un monsieur à l'Odève qui a des maquettes. Mais moi, des maquettes, je pensais des petits trucs. Quand on est allé les voir et qu'on a vu, on a été surpris et c'est comme ça qu'elles ont atterri ici. Alors le système le plus original? Ah, système le plus... C'est difficile à dire là. Parce qu'ils sont tous... il y a toute l'évolution. Les premiers hommes entre deux pierres. Quand ils ont travaillé la pierre, après, ils ont fait les premières meules tournantes. Par contre, celle-ci, c'est une vraie meule. C'est une vraie meule qui a été utilisée déjà pour faire de la farine. Et qu'il a trouvée dans les vignes à l'Odève. Là, on a la meule, c'est la roue à auge. Donc, ce sont des baquets. L'eau arrive par en haut. Et la meule tourne avec la force de l'eau. Si j'arrête la pompe... Dès qu'il n'y a plus d'eau, elle s'arrête. C'est la force de l'eau. Là, c'est pareil. Alors, la rivière passe dessous. L'eau arrive par un canal. Elle tombe sur la roue et fait fonctionner la meule.
Alors, les moulins qu'on avait ici à Nant fonctionnaient pratiquement tous avec ce genre de roue. Et dans la rue du Moulin en face, il y avait 6 meules qui tournaient. 5 pour la farine et 1 pour l'huile de noix et la filature. Il y en a combien maintenant qui marchent? Il n'y en a plus? Aucune. Tous les moulins, celui de la Mouline, il a été transformé et fait de l'électricité. Mais lui, c'était un moulin à martinet. Et le moulin de Saint-Martin, c'était aussi un moulin à martinet avant de devenir une menuiserie. Et là, c'est la 3e roue, la roue à aube, tout simplement, qui marche au fil de l'eau. Du moulin de Templeuve, à côté de Lille. Donc là, c'est tous ces grands moulins dont on est dans les moulins avant, là. Ils pivotent pour être mis face au vent, mais alors c'est tout l'intérieur du bâtiment qui pivote. Et là, si on le met dehors, tout fonctionne à l'intérieur. Il est un peu particulier, il date de la Révolution, 1789. Le meunier peut aller là où il veut, c'est pas le seigneur qui décide. Donc, et ce type de moulin a servi à Napoléon. Et c'est les hommes qui se mettaient de chaque côté pour tourner. Voilà. Il se coince, lui aussi se coince. Voilà. C'est un moulin afghan qu'on trouve en Afghanistan. Et il est comme le moulin méditerranéen, il est sur vent dominant. Donc le vent rentre par le petit côté, il faut une grande sortie. Il est d'une simplicité. Et ce type de moulin date du 7e siècle. Particulier. Alors chaque dent fait 5 kilos et il y en a 48 sur la roue. L'envergure d'une extrémité de voile à l'autre, il y a 22 mètres. En taille réelle, donc on peut imaginer. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai un ami à la brocante qui avait et c'est exactement ce moulin. Alors là, c'est le moulin de Cassel, et des personnes qui habitent à Cassel sont passées, m'ont dit oui, c'est bien le moulin de Cassel, c'est le même. On le trouve en vente où? Uniquement ici? Ici, pour l'instant. Il est sorti hier de l'imprimerie. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Après cette magnifique visite des moulins, je retrouve Monsieur le maire qui va nous parler un petit peu de sa commune. Richard, bonjour. Alors, Nantes est une commune magnifique. Alors, vous avez déjà vu l'histoire, hein. Je pourrais vous parler des légendes aussi. On peut parler des... Vous avez vu le village chrétien. Avant, il y avait un village un peu... les anciens dieux. Si vous allez dans les failles du Larzac ou aux sources de Durzon, vous verrez les elfes, peut-être. Ensuite, ici, aujourd'hui, au XXIe siècle, on essaye de retrouver une certaine autonomie en travaillant sur les jardins, puisque, en fait, ce qu'on vous a dit, c'est que le village a été bâti sur une autonomie énergétique et alimentaire, et on essaie de retrouver ça, donc
Vous avez vu une partie des moulins que l'on essaie de refaire c'est un territoire énergie positive à croissance verte. Donc voilà notre travail. La commune, c'est 11 000 hectares. Alors c'est, pour être plus expressif, c'est plus grand que Paris. Voilà. La commune est sur trois vallées, la Dourbie, le Trévezel et le Durzon surtout, et entre trois cosses, de l'Arzac, le Cosse Noir et le Cosmégon. Voilà. Combien d'habitants? 1000 habitants. On a passé 1000 habitants cette année. Voilà. Alors, vous vivez beaucoup du tourisme. Alors comment ça se présente cette saison avec le confinement, déconfinement? Pas bien. La fête ne se fera pas, par exemple. On ne peut pas faire de grandes animations, etc. On a fait la fête de la musique avec un trio sur une terrasse de café. Dès que l'on aura la possibilité, on reprendra nos activités où on faisait beaucoup d'animations musicales sur la saison. Parce qu'en fait, au point de vue du tourisme, on a 45% de maisons secondaires. Donc les gens viennent l'été, surtout. Mais aussi, quand c'est des Montpelliérains, ils viennent tout au long de l'année. On a une grosse manifestation le 25 octobre qui est le Trail des Hospitaliers avec 1500 coureurs. Pour le moment, c'est maintenu. On va voir. Parce qu'à part les départs et les arrivées, après, ils se promènent dans la nature, c'est facile. Donc c'est vrai que le tourisme pour nous c'est important, mais on a quand même une agriculture qui est présente et importante sur les filières du lait de brebis, Roquefort et aussi des bergers du Larzac. Une filière viande qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu sur L214, parce que la filière viande ici, vous pouvez monter sur le canot, les brebis sont en liberté. Et le troisième volet de l'activité, c'est les services et les services aux anciens, puisqu'on a 160 hébergements de la maison de retraite. Il y a beaucoup de jeunes ou ils sont partis? Eh bien, écoutez, il y a toute une série de gens qui sont restés quand même, notamment parce qu'il y a du travail aux maisons de retraite. Donc on a des jeunes, on a 70 enfants à l'école. Pour le moment, comme la population augmente, alors aussi on a une population de jeunes retraités. Des gens qui achètent des maisons secondaires et qui prennent la retraite ici. J'en suis l'exemple. Voilà. Qui viennent se mettre au vert pour la troisième partie. C'est vrai qu'on a une vie quand même pendant le confinement, par exemple. Donc la préfecture m'a autorisé à garder le marché de suite. Il y avait 6 ou 7 vendeurs, mais qui étaient des producteurs, etc. Ce qui a permis quand même d'avoir un point de... On est loin de Millau quand même. Donc on a les commerces, on a tout ça. Donc sur ce plan-là de l'approvisionnement, on n'a pas été impacté. La préfecture nous a autorisé aussi à aller dans les jardins, parce que les jardins qui n'étaient pas tenants aux maisons, on ne pouvait pas, et nous, tous les jardins sont à l'extérieur du village. Donc c'est vrai que le confinement aujourd'hui, ici, c'est quand même pas à Paris. Et d'ailleurs, il y a une forte demande sur l'immobilier maintenant. Alors, quand on déambule, là on voit beaucoup d'artistes, poterie, dentelle, ça a l'air très artistique cette commune. Au fur et à mesure, il y a des gens qui viennent s'installer. Alors c'est un village ancien, mais ce n'est pas un village musée. C'est un village où vous voyez de tout. Vous voyez un peu toute l'évolution depuis le XIIe siècle. Et donc ça, d'ailleurs, regardez, il y a des Montpelliérains viennent passer le week-end, passer une journée, etc. Et je trouve que c'est quand même... par rapport à un village historique où vous avez... que des vendeurs, etc. Ici, c'est vraiment des gens qui sont venus s'installer, qui n'ont pas de gros revenus peut-être, mais qui ont trouvé un cadre pour vivre et justement proposer leur art, et qui est un art pas importé. Donc qu'est-ce qu'on dit aux touristes? Venez à Nantes, venez visiter Nantes si vous ne connaissez pas. Venez, mais il faut que ça reste à notre échelle, voilà. On est l'été en double ou en triple, il n'est pas question d'en faire plus, parce que l'intérêt c'est ça, c'est que vous faites 100 mètres, vous êtes dans la nature. Après cette magnifique visite de Nantes, je vous amène ici dans un petit coin de verdure absolument magnifique qui s'appelle Cantobre.
Mais qui vois-je ici? Seb, notre ami Seb. Qu'est-ce que tu fais là, Seb? Ben, j'ai pris quelques jours pour profiter avant l'ouverture de mon restaurant. Et ben, venez, je vais vous présenter quelqu'un. Alors, je vous propose de vous présenter Jérôme, le propriétaire du camping de Val de Cantombre. Jérôme, bonjour. Vous êtes donc directeur du camping Val de Cantombre. Donc ce camping, il ouvre cette année peut-être dans des circonstances un peu compliquées pour vous. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu, au début, on était fermé, on ne peut pas être ouvert, donc on a mis toutes les mesures en place, comme les protocoles sanitaires, donc la désinfection des mains à l'entrée du bâtiment, on a mis des autocollants au sol pour mettre la direction de l'essence. On préconise aussi les gens en arrivant, qu'est-ce que c'est possible. On préconise de réserver au restaurant et des choses comme ça. Comme ça, on sait combien de personnes on peut attendre à la restaurant, à la piscine. On a une limite de personnes aussi. En haute saison, on peut accueillir jusqu'à 150 personnes dans la piscine. Donc, je pense que ça c'est quand même beaucoup parce que la piscine est grand. Et malheureusement, on n'est pas plein cette année à cause du Covid, bien sûr. Mais ça va peut-être venir dans les réservations communes. De toute façon, depuis les frontières sont ouvertes, depuis le 15 juin, on voit une hausse des réservations. Donc, même les Hollandais, les Anglais, ils vont venir, ils réservent de nouveau. Et on voit les Français, au dernier moment, ils les réservent pour le lendemain, pour l'instant. Donc, ouais, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Français pour les inciter à venir dans votre camping? Ici, chez nous, on a l'espace. On a des emplacements sur une terrasse, donc on a de belles vues dans la vallée ici. La nature autour de nous, c'est magnifique. On peut faire des randos au niveau de clôture, on a quoi à visiter, on a des caves de Roquefort, on a des sports, des canoës, des choses comme ça. Donc, et donc vous-même, au niveau du camping, vous organisez des activités? On a des animations au camping, tout à fait. On a 2 animateurs. On a réduit un peu les effectifs des animations parce que normalement, on avait donc des soirées musicales, mais cette année, on a laissé ça, on a annulé parce qu'on ne peut pas faire des danses ensemble, des regroupements comme ça, mais on a quand même des magiciens qui viennent, comme ça, les gens ils peuvent s'installer sur une chaise. On a des animateurs qui peuvent faire avec des petits groupes avec les gens quelques activités. Et avec notre mascotte du camping, Alex et Samy, on a créé un parcours au camping. Comme ça, les enfants jusqu'à 12 ans, ils peuvent faire des activités eux-mêmes, sans animateur. Donc, ils recevront un petit passeport. Et dans les poteaux au camping, il y a marqué une activité, ils peuvent faire eux-mêmes. En pleine sécurité, donc? Oui, bien sûr, avec les parents ou avec les autres. Et après, quand ils ont fini tout ça, ils viennent ici à l'accueil et on donne un petit cadeau. Alors, vous êtes ouvert jusqu'à quand, normalement? Peut-être ça sera étendu. Tout à fait. Donc, normalement, on est ouvert jusqu'à fin septembre et on a choisi de rester ouvert le plus longtemps possible cette année. Donc, là, on a dit jusqu'à vacances Toussaint d'être ouvert. Oui. On va faire une petite visite? Oui, super. Avec plaisir. Allez, on y va. Ça c'est en dur. Et ensuite on a des mobilhommes, une trentaine de mobilhommes pour les clients. Et quelques tentes tout aménagées, c'est des tentes safari. L'organisation elle a acheté ce camping. C'est la première chose qu'ils ont fait, c'est créer ce bassin ludique avec cette rivière rapide.
Et donc ça fait 13 ans maintenant. Donc on a 215 emplacements au camping, donc ça fait 215 familles, donc entre 700 et 800 personnes en été, donc ça fait un petit village quand même. Cette année on a investi sur une fontaine d'eau pour déduire en fait la plastique, donc les clients ils peuvent porter sa propre bouteille plastique et de remplir dans cette fontaine d'eau, se servir avec de l'eau, l'eau pétillante, l'eau plate. Donc je peux vous montrer, il est juste là. Ouais, en plus c'est de l'eau fraîche, hein. Ça c'est vraiment fraîche. Donc, c'est peut-être un gros investissement, non? Ah oui, c'est pas donné, tout à fait. Ouais, ça c'est. Ouais. Comment ça se passe alors pour Je peux vous montrer. désinfection et... Tout à fait, donc on fait notre nettoyage régulièrement comme d'habitude et on renforce le plusieurs passages pour désinfecter le point de contact et pour rassurer les gens. En plus, on demande aux clients, avant de rentrer dans le bâtiment, de désinfecter les mains et garder les distances bien sûr entre les autres. Je vais vous montrer. L'avantage dans ce bâtiment, c'est vraiment un grand bâtiment, donc on a vraiment de la place. Donc le risque d'être proche à une autre, c'est minime. Un système de douche qui fonctionne avec une minuterie. Donc vous pouvez doucher seulement 6 minutes, qui normalement est assez long pour une douche. Après ces 6 minutes, il le bloque pendant 6 minutes pour éviter les gens qui prennent leur douche pendant un quart d'heure ou plus long. Donc ça aussi, et dans la tête de douche, c'est des têtes économisées d'eau aussi. Donc depuis qu'on a fait ces installations, on a largement économisé beaucoup d'eau. C'est depuis cette année, non? Ça fait 3 ans. Là, les mesures qu'on a pris, là, parce que là, on ne peut pas garder la distance entre les deux, donc on a éliminé 2 douches et 2 qui sont actifs. Jérôme, merci de cette visite, c'était très intéressant. Et puis, merci de la bouteille. Avec plaisir, merci. On va la déguster. En À la pensant à prochaine. vous. Moi, je vous laisse, je vais à la piscine. Au revoir.